président Cyril Ramaphosa, qui a promis d'éradiquer la corruption en Afrique du Sud, est visé par une enquête. Une affaire en lien avec une contribution électorale versée par une entreprise. Environ une vingtaine de militants du mouvement pour la libération du Congo ont manifesté devant le siège de leur parti à Gombe. Ils expriment leur indignation après l'invalidation des nouveaux députés en RD Congo. La vie a repris timidement à Khartoum ce mercredi après la décision de la contestation soudanaise de mettre fin au mouvement de désobéissance civile. Objectif, donner une chance à une reprise de pourparlers. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a promis à maintes reprises d'éradiquer la corruption dans son pays, est visé par une enquête. Une affaire en lien avec une contribution électorale que lui a versée une entreprise, selon ses services. Les précisions. La médiatrice Bosisiwe Nkwebane, une juriste indépendante chargée de contrôler notamment les agissements de l'exécutif, soupçonne Cyril Ramaphosa de violation du code d'éthique imposé aux membres du gouvernement, a précisé la présidence. Au pouvoir, depuis 1 an et demi, le président s'est fait fort de mettre un terme aux scandales politico-financiers qui ont éclaboussé son parti, le Congrès national africain ANC au pouvoir et l'État sous le règne de son très controversé prédécesseur, Jacob Zuma. Son nom a toutefois été cité l'an dernier devant une commission chargée d'enquêter sur les affaires de corruption à l'ère Zuma. Un dirigeant de l'entreprise de services Bosasa, impliqué dans de nombreux contrats publics suspects, a affirmé avoir contribué à hauteur de 500 000 rands, soit environ 30 000 € à la campagne électorale qui a permis à Ramaphosa de prendre la présidence de l'ANC en décembre 2017. Interpellé au Parlement, le chef de l'État a initialement répondu que cette somme avait été versée à son fils Andil, consultant pour Bosasa. Puis il a fait marche arrière en reconnaissant qu'il s'agissait bien d'un don électoral fait, a-t-il assuré, à son insu. L'opposition l'accuse depuis d'avoir délibérément menti et a saisi la médiatrice de l'affaire. La présidence a indiqué mercredi que Cyril Ramaphosa avait reçu son rapport préliminaire et qu'il y répondrait, ainsi que la loi le lui permet, avant le 21 juin. Ramaphosa a été réélu le mois dernier pour un mandat de 5 ans à la tête de l'Afrique du Sud après la victoire de l'ANC aux élections législatives le 8 mai. La vie a repris timidement à Khartoum ce mercredi après la décision de la contestation soudanaise de mettre fin au mouvement de désobéissance civile lancé après la répression meurtrière. Objectif, donner une chance à une reprise de pourparlers avec les généraux au pouvoir. Les images. Malgré la réouverture de certains magasins, le fonctionnement des transports publics et l'appel de la contestation à reprendre le travail, beaucoup d'habitants semblent toutefois préférer rester chez eux en raison du déploiement toujours massif de forces de sécurité lourdement armées. Après 3 jours de quasi-paralysie de la capitale, un représentant de la médiation éthiopienne a annoncé mardi soir que les 2 camps avaient accepté de revenir prochainement à la table des négociations. Mardi soir, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné fermement les violences contre les civils et demandé qu'elles cessent immédiatement. Il a souligné l'importance du respect des droits humains et appelé à la reprise du dialogue. Après la venue le 7 juin du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, les efforts diplomatiques de la communauté internationale pour instaurer une médiation devraient s'accentuer avec l'arrivée du secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy. Il doit rencontrer au cours des 2 prochains jours les représentants de chaque parti. Le département d'État a précisé que l'émissaire appellerait aussi à la fin des attaques contre les civils. Selon un comité de médecins proches de la contestation, plus d'une centaine de personnes ont été tuées depuis le durcissement de la répression et plus de 500 blessés, la majorité dans la dispersion du sit-in du 3 juin. Mais les autorités estiment à 61 le nombre de morts, dont 49 partirent à balles réelles à Khartoum. Environ une vingtaine de militants de mouvement pour la libération du Congo ont manifesté devant le siège de leur parti à Gombe, c'est en République démocratique du Congo. Ils expriment leur indignation après l'invalidation de nouveaux députés élus sur la liste du parti de Jean-Pierre Bemba.
Sur place, 6 jeeps de la police sécurisent le bâtiment qui abrite les locaux du MLC. Pendant qu'à l'extérieur, des manifestants brûlent le pneu et brandissent des affiches sur lesquelles ils appellent à la démission des juges de la Cour suprême. Il se dégage clairement que les invalidations par la Cour constitutionnelle ne visent particulièrement que les députés de l'opposition. Ces invalidations s'inscrivent dans un schéma visant à museler totalement l'opposition et la confiscation de la souveraineté du peuple. Au peuple congolais de se mobiliser contre cette entreprise de détournement de sa souveraineté. Nous vous remercions. Ce qui se passe à la Cour constitutionnelle est déplorable. Nous ne savons plus ce que c'est la loi électorale, nous ne savons plus qui décide, nous ne savons plus. Le pays traverse une crise. Même la CENI a reconnu le député Daniel Mbao comme élu. Mais on a été surpris d'un prononcé de la Cour constitutionnelle à 1h30 du matin, publiant l'invalidation de notre député Daniel Mbao. Sur quelle base l'a-t-on invalidé? Au total, 23 parlementaires de l'opposition de l'AMUCA ont été invalidés, dont 21 députés nationaux, 8 du MLC, 7 du MS, 4 de l'AMK, 2 de Dynamique et 2 sénateurs, tous de la plateforme Ensemble de Moïse Katumbi. Une situation inacceptable avait réagi Georges Kapiamba, coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Le Cameroun a connu dimanche dernier à Darak, dans le nord, une des attaques les plus meurtrières menées par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. C'était au cours donc des derniers mois. Le bilan fait état à présent de 37 morts selon des sources sécuritaires. Plus de précision à travers ces images. 21 militaires et 16 civils ont été tués dans cette région où opèrent les djihadistes, selon des sources sécuritaires. L'incursion de Boko Haram à Darak, une île camerounaise située à proximité du lac Tchad, dans la région de l'extrême nord, a été suivie d'intenses combats avec l'armée. Les djihadistes y ont hissé leur drapeau noir avant d'être vaincus, selon ces sources. On comptabilise à ce jour 21 militaires et 16 civils morts, a affirmé un responsable sécuritaire de la région, confirmant une information communiquée par une autre source sécuritaire. De nouveaux corps ont été repêchés dans les eaux de la zone du lac Tchad, a ajouté le responsable sécuritaire. Selon lui, la plupart des militaires tués sont des marins camerounais déployés dans cette zone dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Arrivés à bord d'embarcations équipées notamment de lance-roquettes, des membres de Boko Haram ont visé des positions de l'armée camerounaise, dont un poste de la force multinationale mixte FMM, une coalition régionale qui lutte contre le groupe djihadiste, selon une autre source sécuritaire. De violents combats ont ensuite éclaté. Appuyés par des renforts venus d'autres localités de la région, des soldats de la FMM ont réussi à repousser les assaillants. Une quarantaine de combattants de Boko Haram ont été capturés, selon une source sécuritaire. Si les autorités tentent encore de comprendre ce qui s'est réellement passé, la piste d'une attaque ciblée contre des marins camerounais de Darak, accusés de racketter pêcheurs et djihadistes qui fréquentent l'île, est privilégiée de sources sécuritaires. Bien qu'affaibli, Boko Haram reste très actif dans la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria. Ebola s'est étendu à l'Ouganda et a tué un garçon de 5 ans, premier cas dans ce pays depuis l'apparition de l'épidémie en République démocratique du Congo voisine. Le jeune garçon venait justement de se rendre en RD Congo avec sa famille, dont 2 autres membres sont contaminés. Le garçon testé positif pour Ebola à KCC est décédé dans la nuit passée dans l'unité de mise en quarantaine, a annoncé sous couvert d'anonymat un responsable du ministère ougandais de la Santé, confirmé par une ONG active dans l'ouest du pays. 2 membres de la famille du garçonnet qui avaient été placés en quarantaine avec des symptômes correspondant au virus sont également atteints de cette maladie, a indiqué l'OMS, citant la ministre ougandaise de la Santé, Ruth Essent. L'enfant était parti avec sa famille au district de KCC à l'ouest de l'Ouganda pour assister à des funérailles en RDC et il est tombé malade. À son retour en Ouganda, avait indiqué la ministre ougandaise de la Santé. Le soir même où la famille est entrée en Ouganda,
Les équipes de la République démocratique du Congo nous ont alerté de la présence de contacts d'un cas d'Ebola décédé qui était entré en Ouganda et nous ont fourni leur nom et numéro de téléphone. Ils ont exprimé leur inquiétude et ont demandé la tenue d'une réunion transfrontalière pour nous permettre d'aborder plus en profondeur la question du passage fréquent des personnes en contact avec le virus en Ouganda. Du côté de l'Ouganda, ils ont fait donc une investigation approfondie. Ils ont identifié 8 contacts, 8 personnes qui étaient en contact avec cette famille. Et les autorités ougandaises, à partir de ce vendredi, vont vacciner les 8 contacts, tous ces contacts des contacts, ainsi que s'assurer que tous les professionnels de la santé dans le district sont vaccinés. En urgence, une task force sur Ebola s'est réunie mercredi dans le district de Kasese. Les autorités font face désormais au défi d'une frontière poreuse entre l'Ouganda et la RDC, traversée par de très nombreuses personnes venues faire du commerce ou chercher des soins médicaux. On parle santé toujours. La chimiothérapie par aérosol est une technique encore à l'essai, mais prometteuse pour les victimes de certains cancers. Elle provoque moins d'effets secondaires tout en étant accessible aux patients les plus faibles. Mise au point depuis 2013 en Allemagne, la chimiothérapie intrapéritonéale pressurisée par aérosol, aussi appelée PIPAC, est une technique encore à l'essai, mais prometteuse pour les victimes de certains cancers. Contrairement à la chimiothérapie classique, le traitement n'est pas injecté dans le sang via intraveineuse, mais le patient est placé sous anesthésie générale pour lui ouvrir légèrement le ventre et diffuser le produit sous forme de spray. Le principal avantage de cette technique est qu'il n'y a pas d'effet secondaire nocif lié au passage du produit dans le sang. Son coût raisonnable, un investissement de 25 000 € pour l'injecteur, puis environ 2 000 € de matériel jetable par opération, en ferait une technique abordable. Donc c'est un traitement de la carcinose péritonéale, qui est une atteinte du péritoine. C'est une membrane qui est située à la surface des organes qui sont dans le ventre et qui consiste à faire de la chimiothérapie sous forme d'un aérosol pendant une cystoscopie directement dans la cavité abdominale pour traiter les lésions au plus près et directement à leur contact. Le premier avantage, c'est d'aller traiter les lésions directement à leur contact et donc d'augmenter la concentration de chimiothérapie au niveau des lésions et donc d'espérer une meilleure efficacité. Et le deuxième avantage, c'est la faible toxicité de la chimiothérapie qui passe très peu dans le sang et qui donc entraîne peu d'effets indésirables, voire pas d'effets indésirables. Les principaux cancers qu'on peut traiter, en premier lieu, c'est le cancer de l'ovaire qui est très pourvoyeur de carcinose péritonéale et les cancers digestifs, au premier rang desquels le cancer colorectal et le cancer de l'estomac. Dès cette année, le Centre de lutte contre le cancer de Nantes prépare une étude multicentrique à laquelle participera Dijon. Les premiers résultats objectifs devraient tomber d'ici 5 ans. Et c'est sur cette note de santé que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à chacun et à tous. Et à très bientôt pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.